Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique et à l'actualité du monde du droit. Au programme de ce numéro, on va parler apports et contraintes de la loi santé au travail, pacte vert pour l'Europe, où en sont les dirigeants, et enfin hybridation, quelles applications dans le domaine juridique. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Karine Cohen, associée chez Walter Billet, avocat. Karine Cohen, bonjour. Bonjour. Alors on va parler de la loi santé au travail. Quel est l'objectif de cette loi qui a été publiée en mars dernier ? Alors en réalité, la loi a deux objectifs. Le premier objectif, ça va être un objectif de renforcement de la prévention des risques professionnels sur le lieu de travail. Et ça va passer notamment par l'évolution du DUERP, donc du document unique d'évaluation des risques professionnels, et du plan de prévention également. Donc il faut savoir que la loi va renforcer le contenu des plans et des programmes de prévention des risques professionnels. Et ce premier objectif passe également par le renforcement de la formation, notamment des salariés qui sont membres du comité social et économique, donc le fameux CSE, qui vont recevoir 5 jours de formation spécifiquement sur les matières de santé au travail pour permettre un meilleur dialogue dans le cadre de l'instance et un dialogue plus efficace sur des problématiques un peu techniques. Le deuxième objectif, c'est la prévention et la lutte contre la désinsertion professionnelle. C'est un pan vraiment très spécifique de la loi qui va se concentrer sur une volonté de ne pas éloigner les salariés du milieu professionnel, notamment tous ceux qui auront été en arrêt de travail pendant une longue période ou des arrêts successifs. Et ça va passer notamment par la création d'une cellule spécifique des services de santé au travail, donc qui s'appellent désormais les services de prévention et de santé au travail, mais aussi par la création de nouvelles visites et de nouveaux rendez-vous avec la médecine du travail, notamment un rendez-vous de liaison professionnelle pour tout arrêt de plus de 30 jours, qui n'existait pas avant, qui va permettre aux médecins du travail ou aux salariés de solliciter une visite, qui n'est pas un rendez-vous médical, mais qui va simplement permettre de faire un point sur la situation et d'informer le salarié sur les dispositifs existants en matière de lutte contre la désinsertion professionnelle. Alors maintenant, on cerne mieux les objectifs de cette loi. Revenons sur quelques mesures de cette loi, parmi lesquelles vous en avez parlé, la mise à jour renforcée du DUERP, mais aussi la négociation obligatoire de la QVCT et enfin la visite mi-carrière, encore le dossier médical partagé. Alors, sur tout ce qui est DUERP, donc la volonté du législateur, ça va vraiment être de placer l'accent sur la qualité et l'efficacité de la prévention et de l'évaluation des risques professionnels. Parce qu'il y a eu un constat qui était fait, c'était que les DUERP étaient souvent des documents assez uniformes, mais qui n'avaient pas vraiment de sens et qui n'étaient pas applicables dans l'entreprise. Donc là, aujourd'hui, on a une vraie corrélation qui est demandée par le législateur entre ce document unique qui est un inventaire exhaustif des risques existants dans l'entreprise, avec notamment une cotation par rapport à la fréquence et à la gravité des risques. Une nouvelle obligation, c'est aussi d'évaluer la polyexposition à des risques des agents chimiques dangereux. Et donc la corrélation entre d'un côté ce DUERP et les programmes de prévention qui vont devoir être mis à jour, ces deux documents, de façon annuelle, qui vont devoir faire l'objet d'une consultation du CSE. Donc ça, c'est nouveau, parce qu'avant, c'était pas vraiment le cas, il y avait un flou juridique là-dessus. Donc aujourd'hui, on le sait, le CSE doit être consulté de façon obligatoire sur la mise à jour de ces documents. Et surtout, ça va permettre un contrôle des mesures de prévention qui sont prévues par les programmes mis en place par l'employeur. La loi fixe de façon précise le contenu de ces programmes de prévention, et elle dit bien qu'il faut s'attacher à une corrélation entre les risques et les mesures mises en place. Et un point important sur le DUERP, c'est que la loi crée une nouvelle obligation de conservation du DUERP, et un décret est venu préciser que cette durée de conservation est de 40 ans. Pourquoi cette mesure ? Alors, c'est parce que ça vise à permettre aux salariés qui auraient quitté l'entreprise et qui développent par la suite des maladies professionnelles qui se déclarent tardivement, de pouvoir rattacher ça à leurs conditions d'exécution. Et donc, pendant 40 ans, les anciens salariés vont pouvoir consulter les documents uniques d'évaluation des risques pour leur période d'emploi, afin de démontrer, dans le cadre d'une démarche de reconnaissance de maladie professionnelle, qu'ils ont bien été exposés à l'un des facteurs qui est prévu par un tableau, si la maladie est inscrite à un tableau. Là, c'est dans cet objectif-là.
Le deuxième point que vous évoquiez, c'est la qualité de vie et des conditions de travail, donc la négociation qui est prévue, qui existait quelque part un peu sous le terme QVT, donc là on a rajouté cette notion de conditions de travail. Donc ça fait partie d'une négociation obligatoire tous les 4 ans dans les entreprises. Et là encore, le législateur a voulu éviter qu'on se limite un peu à de la cosmétique, vous savez, parce que la QVT, ça a beaucoup fait parler par des mesures un peu de happiness, C'est un peu pour valoriser la marque employeur. Exactement. Et aujourd'hui, ce que demande le législateur, c'est vraiment, en rajoutant ce terme de conditions de travail, c'est de se concentrer sur ce qui est important, à savoir l'aménagement du travail, les rythmes de travail, la promotion professionnelle, le management, ce genre de choses. Donc vraiment, d'essayer d'avoir une négociation qui se concentre sur comment je vais améliorer la qualité de vie de mes salariés en passant vraiment par les conditions de travail au sens le plus pur du terme. Avec pour objectif derrière d'avoir des vraies mesures. Exactement, exactement. Le troisième point que vous évoquiez, c'est la visite de mi-carrière. C'est une nouveauté qui est prévue par la loi santé au travail. Alors, l'échéance de cette visite, elle va être déterminée soit par un accord de branche en fonction de la pénibilité du travail et des postes, soit, s'il n'y a pas d'accord de branche, ça doit intervenir au cours de l'année civile du 45e anniversaire du salarié. Le but, ça va être de faire un point sur l'adaptation entre l'état de santé du salarié et son travail effectif, et potentiellement de trouver des solutions si ça ne va pas, des transformations, des adaptations. Le but, ça va aussi être d'évaluer le risque de désinsertion professionnelle du salarié qui peut arriver en fin de carrière dans peu de temps, et aussi de le sensibiliser sur le vieillissement au travail et ce sujet par rapport à son poste et l'adaptation de son poste. Et le dernier point que vous évoquiez, c'est le dossier médical partagé. Auparavant, on avait une interdiction pour le médecin du travail d'accéder à ce dossier médical. Aujourd'hui, avec la loi santé au travail, ça lève cette non-accessibilité si et seulement si le salarié l'autorise expressément. Et ça permettra, si c'est le cas, au médecin du travail d'avoir une vision plus globale du poste du salarié et de son état de santé pour vraiment prendre des mesures adaptées par rapport à l'état de santé en dehors de la simple bulle conditions de travail et travail en lui-même. Bon, on voit cette loi apporte beaucoup de mesures. Qu'en est-il des obligations qui pèsent désormais sur les entreprises ? Alors en résumé, on l'a compris, il y a une obligation liée à la prévention des risques professionnels qui était un des objectifs de la loi. C'est vraiment insister sur le contenu du DERP, insister sur les mesures de prévention de l'employeur pour vraiment rappeler que l'employeur est responsable à une obligation générale de prévention en matière de santé et sécurité sur le lieu de travail et que ce n'est que s'il se conforme effectivement à une évaluation adéquate et précise des risques, mais aussi à des mesures de prévention ou correctives adaptées, qu'il pourra s'exonérer de sa responsabilité. Le deuxième point par rapport aux obligations, ça va être une meilleure coopération avec les services de santé au travail. Puisqu'on le voit, il y a un objectif de lutte contre la désinsertion professionnelle qui doit passer par un meilleur dialogue entre les services de santé au travail et l'employeur et surtout une meilleure prise en compte des préconisations de la médecine du travail. Et il y a un troisième point, c'est en termes de formation pour l'employeur, puisqu'on l'a vu, les membres du CSE doivent être formés sur toutes ces questions de santé au travail, mais aussi à partir du mois d'octobre 2022, on va avoir un passeport prévention qui va devoir être mis en place par l'employeur, qui va permettre de lister l'ensemble des spécifications, formations, etc., que le salarié aura pu suivre et les compétences qu'il aura pu acquérir en matière de santé au travail. Et ce sera un document important pour l'employeur pour permettre de démontrer après qu'il s'est bien conformé à ses obligations d'accompagnement et de formation du salarié. On va terminer là-dessus. Merci Karine pour votre éclairage. Merci. Vous êtes toujours sur Décideur TV dans Lex Inside. Pacte vert pour l'Europe, où en sont les dirigeants? On en parle tout de suite avec mon invité, Fabien Radizic, associé chez PwC, société d'avocats. Fabien Radizic, bonjour. Bonjour Arnaud. Vous venez de faire une étude sur le pacte vert. C'est l'occasion de faire justement un baromètre sur où en sont les dirigeants sur ce pacte vert. Tout d'abord, qu'est-ce que ce pacte vert pour l'Europe? Alors, le changement climatique et la préservation de l'environnement sont des enjeux majeurs pour l'Europe. L'Union européenne a voulu prendre une initiative majeure pour changer la donne. D'où le nom qui a été donné à ce New Deal, ça vous rappellera quelque chose, hein. Pacte vert, Green Deal, c'est à peu près le même état d'esprit. L'idée, c'est de faire de l'Europe un continent neutre en émissions
de carbone à un horizon 2050. Alors 2050, vous allez me dire, c'est loin, c'est 28 ans, mais il y a des objectifs à plus court terme, puisqu'à 2030, on s'engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55%. Donc on voit que les objectifs sont ambitieux. Quelles sont les principales initiatives contenues dans ce texte et quelle est sa force juridique ? Alors les principales initiatives sont nombreuses en fait, puisque quand on veut toucher à la question de l'environnement et des émissions de gaz à effet de serre, il faut d'abord avoir à l'esprit que 75% des émissions aujourd'hui sont liées à notre consommation d'énergie. Donc l'Union européenne veut toucher à tous les secteurs qui émettent de l'énergie, que ce soit le transport, l'habitat, mais également la façon dont on va gérer l'agriculture demain et la préservation de nos forêts. Donc, alors, quelle est la force juridique de ce pacte vert ? Le pacte vert, c'est un cadre qui va se décliner après en un certain nombre de directives. Alors, certaines de ces directives européennes existent déjà, elles vont être modifiées, amplifiées, d'autres sont à créer. Je prendrai par exemple l'exemple de la directive sur le reporting extra-financier. C'est-à-dire que les entreprises vont devoir prendre un certain nombre d'engagements ou d'actions, puisque tout va reposer sur les entreprises, qui seront les acteurs majeurs, et elles devront aussi donner des informations au public sur ce qu'elles font et sur leurs objectifs. C'est tout l'objet du reporting extra-financier dont une normalisation est actuellement en cours au niveau européen et au niveau international. Et des sanctions sont prévues en cas de non-respect de ces recommandations ? Des sanctions seront prévues en cas de non-respect. Ouais. Alors, quand on regarde votre baromètre, on constate que seulement 40% des entreprises en Europe disent avoir connaissance de ce pacte vert. Comment vous expliquez ce chiffre ? Alors, c'est un chiffre que l'on peut prendre de multiples façons. Soit on le regarde de façon le verre à moitié vide, et on se dit c'est pas beaucoup. On peut le prendre aussi de façon plus optimiste en disant déjà 40% des entreprises au niveau européen sont au courant. En France, il faut voir qu'on est un peu en deçà, puisqu'on est à 29% seulement. Mais en même temps, un certain nombre d'entreprises ont déjà pris un certain nombre d'initiatives et considèrent être dedans. En fait, je dirais que c'est un défaut de connaissance plus qu'un manque d'action. Il faut aussi voir que pour beaucoup d'entreprises, la question environnementale est centrale et fait partie des objectifs à moyen terme. Certaines en font aussi un projet dans leur politique RSE, et c'est un beau projet d'entreprise. Et un grand nombre d'entreprises, dans notre étude, indiquent aussi qu'elles envisagent d'augmenter de façon très significative leurs investissements en matière de préservation de l'environnement, environ 80%. D'autres vont même jusqu'à dire, et c'est assez élevé comme chiffre, environ 50%, qu'elles sont prêtes à revisiter l'organisation de leur chaîne de valeur et de leur chaîne de production pour atteindre ces objectifs. Si on regarde les entreprises françaises, où sont-elles en matière de transition énergétique ? Les entreprises françaises, je vous le disais, par rapport au barème européen, on est un peu en dedans, mais en même temps, les entrepreneurs français considèrent qu'ils font déjà un certain nombre de choses. Je pense que la difficulté du pacte vert est liée à la densité des textes et des propositions, et à un défaut d'aujourd'hui de connaissance des entreprises de tout ce qui reste encore à faire, même si, au quotidien, beaucoup d'entreprises lancent un certain nombre d'initiatives. Alors vous le soulignez, il y a beaucoup d'initiatives, mais ça reste insuffisant. Pourquoi ? Il faut prendre ça de façon... en regardant un petit peu derrière. Si vous m'aviez posé cette question il y a quelques années, on n'aurait peut-être pas été à 20%, à 40%, on aurait peut-être été à 20%. Donc la prise de conscience des enjeux environnementaux est de plus en plus importante. Et on est aujourd'hui dans une démarche où l'Europe dit « je veux initier ce changement ». Elle parle de 3e révolution industrielle, et elle veut montrer aux entreprises que derrière ce changement, il y a aussi énormément d'opportunités économiques. Demain, vous allez devoir travailler sur l'économie d'énergie dans le monde du bâtiment. Vous avez toute une série de métiers à créer ou de nouvelles technologies à mettre en avant. Et donc le pacte vert européen, c'est un équilibre entre des initiatives et des aides, mais aussi un certain nombre de contraintes et de nouvelles taxes qui vont monter en puissance pour inciter les entreprises à basculer vers un comportement qui sera un comportement
plus durable. Vous évoquez la montée en puissance. La prochaine étape, c'est la proposition de mécanismes de réajustement de carbone aux frontières. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que demain, quand un importateur décidera d'importer en Europe un certain nombre un certain type de produits, il devra payer une sorte de taxe carbone. Alors ça ne sera pas une taxe à proprement parler, au sens où on l'entend dans le Code général des impôts, puisqu'il devra acheter des quotas de carbone auprès de l'Union européenne. Il saura que tel produit nécessite d'acheter X quotas, et donc il devra les payer. Ça, pourquoi c'est fait ? C'est uniquement fait pour faire en sorte que les efforts que l'on va faire à l'intérieur de l'Union européenne ne soient pas battus en brèche dans une sorte de concurrence déloyale avec des États qui accueilleraient une production qui ne serait pas aussi exigeante en matière environnementale. Vous voyez bien que si nous, demain, on demande aux entreprises européennes de faire des efforts pour se décarboner, et que si ces efforts ne sont pas repris à l'extérieur de l'Union européenne, il y a un déséquilibre de concurrence. Eh bien, ce mécanisme-là a pour but de rééquilibrer et de faire en sorte que les produits qui vont être importés aient un coût carbone équivalent à ceux qui seront produits en Europe. Alors, il ne faut pas s'affoler, ça ne concerne pour l'instant pas tous les produits, ça va monter en puissance progressivement, puisqu'entre 2023 et 2026, il y aura une phase de montée en puissance où les entreprises seront dans une phase de préparation, où on sera sur une phase déclarative, et à partir de 2026, on va commencer à payer. Alors ça ne concerne pas tous les produits, ça va concerner pour l'instant la production d'acier, d'électricité, d'aluminium, l'engrais, les ciments. Vous voyez, c'est vraiment l'industrie lourde qui est visée dans un premier temps avec ce mécanisme. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu parler du Pacte vert pour l'Europe. Je vous remercie. Vous êtes toujours sur Décideur TV. Dans Lex Inside, on va parler hybridation avec Gabriel Alperne, auteur de Tous Centaures, éloge de l'hybridation, également docteur en philosophie, diplômée de l'école normale supérieure, créatrice d'un incubateur de start-up et qui a travaillé dans différents ministères, dont celui de la justice. Gabriel Alperne, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce que l'hybridation ? Oui, alors effectivement, c'est important de pouvoir la définir très précisément. L'hybridation, pour moi, c'est le mariage improbable. C'est le fait de mettre ensemble des choses, des compétences, des activités, des secteurs, des matériaux, qui a priori n'ont pas grand-chose à voir ensemble, mais qui justement mis ensemble permettent de créer quelque chose de nouveau. Alors un tiers matériaux, un tiers modèle organisationnel, une tierce économie, un tiers lieu, etc., etc. Et on voit bien qu'il y a plein de signaux faibles autour de nous, témoignant d'une grande tendance d'hybridation de notre monde. Alors concrètement, comment ça se manifeste l'hybridation ? Oui, alors je vais effectivement vous donner quelques exemples pour que ce soit plus concret. Alors, on voit effectivement par exemple à l'échelle des bâtiments un phénomène qui arrive, qui est le phénomène du co-living. Et donc là, c'est intéressant de voir qu'à l'échelle d'un bâtiment, les habitants vont mutualiser une buanderie, une salle de sport, une chambre d'amis ou une voiture. Bon. Donc, hybridation et mutualisation économie collaborative. On voit également que, par exemple, à l'échelle des maisons de retraite, il y a de plus en plus de partenariats entre des maisons de retraite et des crèches, ou des partenariats entre des maisons de retraite et des musées. Donc ça hybride un peu la maison de retraite. On voit également que certaines écoles, notamment dans des zones rurales, n'hésitent pas à ouvrir leur cantine pour la transformer en brasserie pour tout le village. Je connais même un cas d'une école qui se transforme en épicerie solidaire le week-end. Bon. Et puis on voit également à l'échelle des métiers qu'il y a une forme d'hybridation entre les métiers. Par exemple, effectivement, un directeur financier et un directeur de la RSE, progressivement, il va quand même y avoir une forme de convergence, d'hybridation à l'heure justement
justement de l'importance de l'évaluation extra-financière. Et puis on voit aussi une hybridation des statuts. De plus en plus, on est salarié, mais on peut prendre un statut d'auto-entrepreneur. Ah, voilà, donc il y a une hybridation des compétences qui est de plus en plus recherchée par les entreprises et les administrations, une hybridation des métiers et une hybridation des statuts qui pose effectivement beaucoup de questions. Et comment les gens vivent cette hybridation? C'est pas forcément naturel? Alors, je dirais que, oui, effectivement, ça n'est pas naturel. Enfin, c'est-à-dire que, ou plutôt si, c'est naturel, sauf que nous, depuis des siècles, l'hybridation est quelque chose qui nous a toujours fait peur. Alors, bon, c'est très français, c'est très européen, très occidental. On a effectivement du mal avec le mélange, avec la pluri-appartenance, avec l'entre-deux. On aime bien ranger les choses, les gens, les métiers. Dans une case. Les secteurs, exactement, dans des cases. Et donc, je dirais que le fait que l'hybridation soit petit à petit la grande tendance de notre temps témoigne au contraire du fait que petit à petit, on apprivoise notre angoisse de l'hybride et on est prêt justement à jouer le jeu de la pluri-appartenance. Alors, c'est pas encore gagné, hein, il y a encore beaucoup de DRH qui regardent d'un mauvais œil un candidat au recrutement qui aurait un pied dans plusieurs mondes, qui aurait plusieurs diplômes, plusieurs formations, qui vient d'un autre secteur. Mais je pense que ce sont ces profils-là qui sont les plus riches et qui sont les trésors de demain. Alors, vous savez que LexInside, on parle de droit. Alors, quels sont les obstacles juridiques à cette hybridation et comment, par exemple, hybrider start-up et grands groupes? Alors oui, effectivement, le droit, malheureusement, est souvent un ennemi. On le retrouve partout. Voilà, c'est très souvent un ennemi de l'hybridation, parce que les catégories juridiques, ce sont ces fameuses cases. Et le problème, c'est qu'il y a une difficulté à faire rentrer dans les catégories juridiques ces nouvelles réalités hybrides, ces lieux hybrides, ces matériaux hybrides, ces écoles hybrides, ou ces statuts ou métiers hybrides. Donc, il y a effectivement un véritable travail juridique à accomplir. Moi, effectivement, cette question du lien entre start-up et grands groupes, ou start-up et administration, je l'ai vu lorsque je m'occupais d'un incubateur de start-up. Effectivement, il y avait une énorme difficulté à faire travailler ensemble des jeunes start-up avec des grandes entreprises ou des administrations, parce que, alors, ce fameux sujet de l'innovation ouverte, voilà, est un peu compliqué parce que ça pose plein de problèmes de propriété intellectuelle. C'est-à-dire que quand on co-construit, on co-conçoit, on co-développe, comment ça se passe en termes de propriété intellectuelle? Donc, il y a des sujets de copropriété intellectuelle peut-être à imaginer. Il y a un sujet, par exemple, au niveau du code des marchés publics, où finalement, quand on fait un appel d'offres, il faut que tout soit écrit à l'avance. Mais comment est-ce qu'on fait quand il y a des sujets de créativité, d'innovation, où on ne sait pas à l'avance justement à quoi va peut-être ressembler l'objet que l'on va créer ensemble, start-up et administration ou start-up et collectivité. Donc forcément, il faut faire preuve de créativité juridique pour pouvoir penser ces nouveaux partenariats, ces nouveaux mariages improbables. Alors comment surmonter ces obstacles, au-delà de la créativité juridique? Comment faut-il faire pour surmonter tout ça? Alors, en fait, je dirais que les nouvelles réalités hybrides entrecroisent les catégories juridiques, elles les obligent justement à se chevaucher, ou plutôt, elles nous obligent à les élargir. Je prends un exemple très concret que j'ai vu dernièrement dans le monde agricole. C'est très intéressant parce qu'on voit certaines fermes, qui étaient jusqu'à présent des lieux de production, qui, pour reprendre la main et la maîtrise, redeviennent des lieux de transformation, mais aussi des lieux de vente, pour ne pas être trop dépendant de la grande distribution. Mais c'est intéressant de voir que progressivement, pour être un lieu de vente, il faut être attractif. Et donc certaines fermes, par exemple, n'hésitent pas à imaginer des escape games, ou en tout cas à se transformer elles aussi en lieu de loisirs pour accueillir plus de monde. Et peut-être aussi produire de l'énergie, se transformer en station-service de biogaz. Bon, et donc là, on voit que, comment le droit rural fait pour pouvoir appréhender tous ces éléments. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que l'on développe une nouvelle activité, moi, en tant que ferme, je suis lieu de production, lieu de transformation, lieu de vente, lieu de loisirs, etc., etc. À chaque fois, c'est une nouvelle société qu'il faut créer, une nouvelle forme juridique, un nouvel objet social. Voilà. Et donc, ces objets sociaux qui sont un peu homogènes, comment est-ce qu'on fait justement pour les hybrider un peu? Alors justement, est-ce que le droit est adapté à cette hybridation? Non, absolument pas. Et donc, c'est tout le sujet, droit public, droit privé, droit rural, droit commercial. Comment est-ce qu'on fait pour les entrecroiser? Parce que la réalité est hybride, elle est de plus en plus hybride, et donc il va falloir tout réinventer, ou je dirais tout entrecroiser ou tout hybrider. Je pense que le vrai sujet, c'est le message à retenir, c'est que il faut mettre le droit au service de la réalité et pas la réalité au service du droit. D'accord. Alors l'avenir appartient à l'hybridation, c'est ça? Exactement, tout à fait, et au centaure, voilà, la figure par excellence de l'hybride. On va conclure là-dessus. Merci Gabrielle Alperne d'être venue sur le plateau. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de LexInside.